routière de l'information Saint-Élie-Gator. La gare routière de l'information. Très heureux de vous retrouver. Avec toutes ses équipes se retrouve en plateau. Je poserai la question à mes confrères en studio. Décryptage, analyse. Ça va être pire demain. Débat. L'ascension est méritée. Ce qui reste pour un pays, pour un peuple, c'est son histoire. Sont au rendez-vous de l'actualité, de la cité. La gare routière de l'information, c'est du lundi au vendredi de 11h à 12h30. À très bientôt, au revoir. Taxi FM, émission politique, sportive et culturelle, en direct. Madame, Messieurs, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous ce matin à la gare routière de l'information avec Gérard Ouessant et l'homme Sogbe Sylvestre Béni. On sera rejoint tout à l'heure en studio par Michel Tchadjaï ensemble. Nous allons analyser, commenter les grands sujets qui font l'actualité. Oui, bien sûr, c'est inscrit dans le magazine Le Sport, le foot, avec la démission vendredi dernier, telle qu'annoncée par la Fédération de football du sélectionneur des éperviers du Togo, Paolo Duarte, rapidement, qui a trouvé un port d'attache en Arabie Saoudite. Comment relancer la machine épervier? C'est la grande question ce matin. On va la poser, on verra comment est-ce que les confrères vont l'analyser. N'est-il pas temps de s'asseoir et de réfléchir véritablement sur le sport togolais en général? Je veux dire, dans son ensemble, on va revenir sur le sujet. La route continue de tuer, malheureusement, pas que sur le national numéro 1, mais sur les routes secondaires du territoire, à Lomé, notamment à Wonyomé ce matin. Encore un décès. Alors, les radars, on nous a dit qu'il y en a quand même sur certaines routes de Lomé. Alors, est-ce que ça suffit? Est-ce que c'est suffisant pour limiter la casse? Entre autres questions sur lesquelles nous reviendrons. Et puis, Agbeyoumi Kodjo sera conduit à sa dernière demeure le 6 juillet prochain. Est-ce qu'il y aura un hommage national à l'homme, puisqu'il a été, dans ce pays, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale? Alors, finalement, sinon, qui a droit finalement à l'hommage national dans ce pays? On va évoquer le sujet avec le confrère en studio. Le plateau est garni. Bienvenue. Taxi FM, la seule radio de débat, d'infos et de sport. Avec les confrères en studio, c'est vrai, mais vous aussi à la maison, en train d'écouter la radio, ou dans le bureau, ou en taxi, comme notre super taxi, pour aussi participer donc à l'émission en nous envoyant pour l'instant tout au long donc de l'émission des messages. Ça peut être SMS ou message WhatsApp sur le 93 94 96 64 ou aux alentours de 11h25. Vous aurez la possibilité de nous joindre en direct dans cette émission. Bonjour Gérard Ouessant. Bonjour Eric. Tout va bien? Ouais, tout va bien. D'accord. Merci d'être là. Je me demande pourquoi vous dites Gérard Ouessant. Avant c'était Ouessant, Gérard, Gaton, Eric. Le nom venait toujours avant le prénom. Hein. Bon. Et puis brusquement, maintenant c'est l'homme Mathis Ouboué au lieu de Mathis Ouboué, l'homme, tout ça là. Ça c'est à l'école. Non, mais normalement, avant c'était toujours ça. Oui, ça c'est avant. Béa, Dema, c'était ça. Après c'est devenu. On a renversé. Bon. C'est un peu comme ça. Je oui, mais oui, vous vous posez. Avant, c'était plutôt chez les Français. Oui. Et on se disait, mais pourquoi eux, c'est comme ça et nous, c'est autrement. Et chez les Américains, c'est comment? C'est le prénom avant le nom aussi. Joe Biden, c'est le prénom avant le nom. Ouais, en Afrique, c'est arrivé comme ça. On est tous rentrés dedans. Ah ben ouais. Comme pour dire qu'on copie toujours les autres. Mais on va pas tout copier. Quand même. Oui, bien sûr, il y a des choses qui sont immorales. Et on copie pas seulement ça. Pas seulement la morale, mais des choses qui ne sont pas bénéfiques. Merci beaucoup, Gérard. C'est parce que là, vous êtes en train de me perdre de temps là. Bonjour, Elam Atisoboy. On va y aller comme ça. Le lundi. Bonjour, Eric. Bonjour à toutes et à tous. Bon, pour dire à Gérard que bon, ça se passe comme ça. Bon, de toutes les façons, moi, je trouvais bizarre le fait que partout en Europe, on mette le prénom avant le nom, qu'en Afrique, on mette le nom avant le prénom. Oui.
Ça s'est finalement généralisé parce que maintenant on ne donne que le prénom avant le nom. Oui. Donc bon. Parce que le prénom c'est vous. Oui. Le nom de famille. En anglais, first name, last name. D'habitude, il s'est posé ce truc-là une fois. Quand on dit first name, les gens mettaient le nom de famille. Oui, si. Il fallait mettre le prénom. Oui, quand on veut rappeler le document. On est habitué à mettre le premier nom. Voilà, first name. Maintenant, quand on dit last name, les gens mettaient leur prénom au lieu de mettre le nom de famille. Donc, mais finalement, tout le monde a compris que c'est le prénom qui y avant le nom. Bon, voilà. Bonjour Michel. Bonjour aux confrères. Merci d'être avec nous ce matin. Tout va bien? Ça me plaît, ça s'appelle. Merci d'être là. Bonjour Sylvestre. Pourquoi est-ce que vous le dévisagez comme ça, Sylvestre? Mais il a l'air triste ce matin. Ah non. Michel. Enlevez vos verres pour bien regarder. Finalement, il sourit. Alors bonjour à toutes et à tous. C'est vrai, commentaire, Gérard? Non, rien. Alors on va démarrer d'abord avec les accidents de circulation sur nos routes. Il y a une semaine ici, on l'évoquait. D'ailleurs, il faut d'abord remercier la sécurité d'avoir maintenu l'électricité jusqu'à cette heure-là. Il est 11h11 sur les radios. Et malheureusement, encore à Lomé, les routes tuent. Il y a eu un cas ce matin, et là on va nous le raconter à peu près, sur la route de Ségbé, pour être précis, aux alentours de l'école primaire publique de Wonyomé, où il y a un camion semi-remorque qui est en panne depuis presque une semaine, et qui est 5 jours sur la route. Et comme très souvent, il faut attendre un drame avant de régler ça. Et on a eu ce drame-là finalement ce matin, et donc on est sûr que d'ici le soir, cette voiture va être dégagée. Oui. Malheureusement. Hein. Oui, mais c'est à la limite, vous comprenez que c'est révoltant, parce que depuis vendredi, on a élevé la voix pour dire que le camion n'en était pas bien stationné, surtout devant l'école primaire publique de Wonyomé. Et heureusement que les enfants sont en vacances, et donc il n'y a pas beaucoup d'influence au niveau des élèves parce que tout le monde est en vacances. Et la voiture était stationnée là, un gros camion qui était là sur place, qui encombrait la voie. Et c'est un camion qui obstruait pratiquement cette route que tout le monde connaît, qui n'est pas assez large. Et vendredi, rien ne s'est passé. Samedi, rien. Dimanche, hier, la voiture était toujours là-bas. Et pire, il y a des gens qui venaient pour dire qu'ils sont en train de faire des travaux mécaniques déchus. On a vidé pratiquement le camion de son huile à moteur. Et puis ce matin, autour de 8h comme ça, est-ce qu'il y en a 8h même, 7h30, oui, voilà. Il y a une dame qui s'est retrouvée morte comme ça en allant au boulot. Une dame en plus? Oui, c'est une dame morte en allant au boulot parce que justement le camion obstruait la voie. Donc vous savez que la route de Ségbé, les matins en allant au boulot, c'est chargé. Il y a beaucoup d'embouteillages. Et donc entre 7h30 et 8h comme ça, il y a un camion qui venait de Ségbé en allant vers la douane. Il y avait des gens qui étaient justement positionnés derrière le camion qui était en panne devant l'école primaire. Et donc, le temps de laisser les autres passer, et il y a quelqu'un qui voulait traverser la voie, qui s'est retrouvé nez à nez avec le camion. Le camion voulait l'éviter, la dame est rentrée finalement sous le titan. C'est terrible. Et morte en même temps, sur le champ, en allant au boulot ce matin. Parce qu'il y a un camion qui, malheureusement, est resté là-bas. Et selon les informations, il paraît on a reçu 100 000 francs CFA du conducteur du camion parce que depuis le vendredi pour commande de la voie ou je sais pas, autorisation de garage, je sais pas pourquoi on lui a pris des sous. En complément de la voie. Ça aussi, je ne sais pas qui véritablement lui a pris les sous. Je ne sais pas si c'est les forces de l'ordre, c'est la mairie. Précisément, je ne sais pas. Je ne vais pas dire des choses que je ne maîtrise pas. Mais de toutes les façons, qu'il aurait payé 100 000 francs. Selon toute évidence, on a fait un débat la semaine dernière sur les accidents de circulation. Exactement. Et moi, je m'étonne du fait qu'il y ait un camion comme ça, stationné, en panne, et qu'il n'y ait aucun dispositif pour pouvoir le dégager sur cette route qui ne fait même pas... Je ne sais pas si ça fait 15 mètres ou... Non, de 12, 10, d'accord, très bien. 10 mètres de diamètre, ça dit... C'est pas possible qu'on puisse garer un camion là. C'est incroyable. Ça dit, pendant 5 jours, je disais tout le temps. Au-delà de 5 jours, je crois que depuis début de semaine. Hein? Oui, jeudi, je crois que ça a commencé. Autour de mardi, mercredi, comme ça. Où on a laissé le camion là. Et je disais tout le temps aux gens de la zone, parce que moi j'achetais des chaussures chez quelqu'un là-bas qui vend des chaussures là. Et j'ai dit tout le temps, mais vous tous qui êtes ici là, pourquoi parce qu'il y a toujours des policiers au carrefour de Wonyomé. Pourquoi vous ne dites pas aux policiers tout le temps de dégager le camion? Et moi-même, j'avais apostrophé l'un des policiers pour dire, mais ce camion, chef, il faut le dégager.
malheureusement, il y a faut eu aider. mort d'homme. Et vous soyez sûr que d'ici la fin de la journée, ce camion va être dégagé. Parce qu'il y a eu mort d'homme. Non, c'est comme ça que le pays fonctionne. C'est pas bien. C'est pas normal, quoi. C'est-à-dire, à la limite, ça fait mal. Quelqu'un qui se réveille le matin, qui va au boulot, morte comme ça, ce matin à 7h30. Parce qu'un camion stationné non dégagé depuis des jours. Non, franchement, à la limite. Mais sur cette voie, vous avez la DSR tout le temps. Oui. Vous avez des policiers. Quand vous quittez la douane, Le rond-point de douane à Didogombi. pour aller à Ségbé, vous avez la DSR déjà au niveau de la douane, Oui. le week-end. Quand vous arrivez au niveau du carrefour au Niamey, vous avez des policiers. Quand vous arrivez au rond-point Sagbado, vous avez des policiers. Oui. Quand vous allez vers l'église catholique de Logoté, vous avez la DSR. Exactement. Quand vous arrivez vers Ségbé, vous avez des policiers. Exact. Quand vous quittez la douane pour aller à Ségbé, vous avez 12 km. Sur 12 km, vous avez au moins 4 contrôles. Le camion restait là. Personne ne s'en est soucié. Personne. Non, c'est triste. Oui, c'est vraiment triste. Et puis, lundi dernier, on a aussi fait l'alerte par rapport à... Comment est-ce qu'on appelle ça? Il y a un truc aussi qui est stationné là à Tikoumé. Ça, c'est chez Sylvestre, ça. Oui, chez Sylvestre, ça. Je ne sais pas si ce matin ça a été dégagé, mais peut-être que si ce n'est pas fait, on va aussi attendre... en face de l'ancien bureau de Awaga, là, Ghislain. Vous voyez? Ah oui, Sur la bretelle c'est de finalement Picardie. dégagé, la semaine dernière. Il y avait un caterpillar. Donc, Oui, et Catapila, voilà. ça fait plus d'un mois. Hein. Oui. Plus d'un mois. Ben, je crois que ça doit être le mercredi dernier ou le jeudi dernier. Ça a été dégagé finalement. Ok. Finalement, sinon, bon, peut-être que on aurait presque le drame dont l'on vient donc de décrire. Parce que là, c'est un gros camion, vous rentrez dedans, je ne pense pas que vous pouvez se ressortir. Ah non. Non, ça, Avec ses dents qu'il a. Oui, finalement, c'est dégagé. Alors, est-ce que finalement on pourra régler ce problème des accidents aussi? Déjà, dans Lomé même. Oui, c'est un gros souci, hein, c'est un gros souci dans tout le pays. J'ai appris quand même qu'en Côte d'Ivoire, une fois l'accident s'est produit, c'est-à-dire après le constat et tout ça, on prend des dispositions pour dégager les deux véhicules. Du moins si c'est des véhicules qui sont... Dans les minutes qui suivent, on dégage le véhicule de la voie. Mais ici, bon, ça reste là jusqu'à ce que... Surtout les titans, hein, les semi-romans, et tout, les titans peuvent faire même 2 mois, 3 mois sur la voie. Personne ne s'en soucie. Et véritablement, ils préfèrent où... On attend jusqu'à ce qu'un drame ne se produise finalement avant de dégager. C'est ça. Je crois que ce que l'homme vient de dire ce matin, ça fait froid au dos. Hein. Ça fait froid au dos. Peut-être une dame à la fleur de l'âge, une famille, une mère d'enfants qui part au boulot un beau matin et à 7 heures, bon, on retrouvait la famille pour vous dire que voilà, votre fille est décédée. Voilà quoi, c'est la triste nouvelle, la pire quoi. Qu'une famille peut avoir un si beau matin. Voilà, alors, Michel, avant de la parole... Mais je crois qu'il faudrait, si on doit instruire l'homme pour poursuivre l'investigation, celui qui a pris les 100 000 francs... Il faut qu'on le retrouve. Il faut qu'on le retrouve. Savoir pourquoi on a pris 100 000 francs donc oui, visiblement pour encombrant. Vous savez qu'il y a les services techniques des mairies qui se promènent très souvent aussi pour rappeler à l'ordre des gens. Et au nombre de ces gens-là, il y a des voitures qui sont stationnées sur les voies où on parle de encombrement de la voie publique. Oui, donc on prend les 100 000 francs pour faire quoi? Normalement, pour dégager, si encombrement, on prend les 100 000 francs pour mobiliser donc, les experts ou les services techniques donc, pour dégager le véhicule. Donc les 100 000 francs servent à quoi? S'il y a encombrement, on prend 100 000 francs, c'est juste pour régler le problème. Voilà que le problème n'est pas réglé, il y a mort d'homme. Donc ça veut dire que si c'est le service donc, de la mairie, le service technique de la mairie, je crois qu'il faudrait quand même qu'on puisse instituer les responsabilités, donc que tout le monde soit situé. Bien sûr. Alors, Michel, quel est votre commentaire par rapport à ce sujet-là? Ce que je sais, c'est que nous devons faire l'effort de distinguer les accidents des véhicules qui tombent en panne sur les routes et qui causent également des accidents. On peut dégager les véhicules en panne, et les véhicules qui tombent en panne au bord des routes. C'est ce que on ne peut pas éviter 0 accident. Mais maintenant, ces situations créent d'autres accidents qu'on pourrait éviter.
C'est de ça qu'il est question. Exactement. Et comme quelqu'un le disait, c'est la mode dans ce pays. En réalité, votre véhicule tombe en panne. Il doit avoir un service chargé de dégager la voie publique. Et vous devez payer. Oui, bien sûr, c'est pas gratuit. Et vous devez payer. Ça, il doit avoir un service comme ça. Et je pense qu'on a mené un débat par rapport à cette situation. Surtout au niveau de la nation numéro 1. Vous allez voir un véhicule qui va faire 3 jours, 4e jour, il y a mort d'homme. Et 5e jour, on l'enlève. Et on enlève. Mission, ça s'appelle mission accomplie. On veut des sacrifices, on veut le sang ou quoi, on ne comprend pas. Il doit avoir un service. Dans chaque région, il doit avoir un service comme ça pour dégager les véhicules. Si des véhicules peut-être qui sont rentrés en collision, c'est accident, on les dégage. Si c'est un véhicule qui tombe en panne, surtout les gros porteurs là. Oui. Surtout ça. C'est tout ça. Et on doit les dégager. Et c'est bien. Comme ça pour que c'est vrai, en roulant, personne ne pense que son véhicule va tomber en panne. Et quand ça arrive, c'est des situations auxquelles vous devez faire. Ce service qui vient dégager votre véhicule, c'est moyennant quelque chose. Vous voyez, si on ne le fait pas, c'est un manquement que les autorités compétentes doivent œuvrer à régler pour éviter d'autres accidents inutiles. D'ailleurs, il n'y a pas un accident utile, mais d'autres accidents qu'on pouvait éviter. Ce que je voulais dire, oui, bien sûr. qu'on pouvait éviter. Donc, vraiment, c'est un SOS que nous lançons à l'endroit des services. S'il n'y en a pas encore un service comme ça, qu'on les crée. Qu'on crée ces services-là, c'est très important. Parce que le vrai problème, Eric, c'est que dans ce pays, il y a des services qui sont là. Vous ne les connaissez pas. Hein. Les gens sont dans les RTG, ils sont véhiculés, ils ont des budgets, ils gèrent, ils ne font rien. Oui. Ils ne font rien. Ils ne font rien. Vous ne les voyez jamais. Mais c'est des gens, des fonctionnaires, ils prennent leur argent, ils ont des RTG, les bons d'essence, ils sont nourris par l'État. Mais comment c'est possible? Mais ils ne rendent pas service. Non, il y en a des services comme ça. C'est pourquoi j'avais fait un article quand j'ai dit que il y a des services aujourd'hui, il y a des gens, ils ne font rien. Bon, on a qu'à les orienter ailleurs. Ailleurs, il y a des services où les gens sont là, et toute la journée, ils rentrent. C'est incroyable. Ouais, alors que, au même moment, il y a d'autres services où il y a 2 ou 3 personnes qui font un travail de 10 personnes. Oui, bien sûr. Mais qu'on les déploie ailleurs. C'est une question d'organisation. Et c'est pourquoi j'avais aimé l'appellation des ministères de réforme administrative. Bon, ce ministère-là n'a pas fait long feu. Et il a disparu. Ça permet de voir beaucoup de choses par rapport à l'administration, surtout le personnel de l'État. Oui. Comment régler les choses pour que certains n'aillent pas se reposer, prendre leur salaire à la fin du mois. D'autres vraiment travaillent, se donnent à fond. Mais bon, au finish, il n'y a rien. Donc, il faut quand même que ceux qui sont chargés, en tout cas les autres, voient ce que nous sommes en train de dire. C'est très important. Parce que pour terminer, on évoque je voulais, comme nous parlons souvent des routes, nous parlons des véhicules en panne. Moi, je parle du trou qui est au niveau de Agoye-Legbasito, juste au début de la route de Bichontové, Kege. Ce trou-là, on a toujours fait comment on dit ça là? On règle ça d'une manière conjoncturelle. On n'a jamais voulu régler le problème là d'une manière définitive. À chaque fois, vous voyez le tronçon, Legbasito, Bichontové, Kovié, c'est une influence monstre. Il y a beaucoup de gens qui viennent de là. Mais à chaque fois que vous arrivez, vous voulez démarrer sur la route de Legbasito, Bichontové, mais j'avoue, vous pouvez faire un tour, voir le tour dont je parle. En temps, on a mis juste le sable, la terre pour juste un temps. Avec les pluies, allez voir le tour qui est là-bas. Vous êtes à moto, c'est un passage obligé. Vous êtes à voiture, c'est un passage obligé. Mais non, quand même, que ceux qui sont chargés de régler ces problèmes-là, vers le régler. Parce que nous avons pris 3 mois l'année dernière, vous vous rappelez. Et après, on a amené juste là la terrine pour mettre là-bas. Et avec le temps de la saison des pluies, le problème est encore
revenus. Donc, vivement que il faut que ceux qui sont chargés de régler ces problèmes veillent à régler. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Michel. Gérard, les accidents de circulation, c'est vrai, il y a eu un cas précis ce matin, malheureusement, mais l'autorité a renseigné, je crois, la semaine dernière, qu'elle a mis à certains endroits des radars pour flasher je ne vais pas les appeler délinquants de la route, mais ceux qui ne respectent pas les lois de la circulation sanguine. Enfin, sécurité routière. C'est sécurité parce que routière. Je parle très souvent de ça. La sécurité routière. Circulation routière. Oui. Circulation, ouais. La circulation routière. Ouais. Les radars, on m'a dit, je crois, Carrefour Bojo, non? Je pense qu'il y a un radar là-bas. Il y a d'autres carrefours également. Aéroport. Et un autre vers la Colombe de la Paix. Colombe de la Paix. Est-ce que c'est suffisant pour régler le problème? Bon, d'abord, moi, je dis que c'est difficile de réveiller quelqu'un qui ne dort pas. Hein. Quand la personne fait semblant de dormir, c'est très difficile de la réveiller. Bon, regardez un peu. Bon, pour les radars, je le dis brièvement comme ça, souvent on ne signale pas les lieux de radars. Hein. Souvent, c'est des radars mobiles. Oui. Les plus redoutables, c'est les radars mobiles. Tellement que vous avez une sorte de psychose, vous ne savez jamais où se trouve ce radar-là, et donc vous respectez. Mais quelqu'un qui prend soin de vous dire, moi j'ai placé mon radar là, 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 il suffit que vous passiez ces endroits-là, bon, circulation comme vous voulez. Bon, moi je dis qu'elle est très gentille. Bon, maintenant, quand celui qui a eu l'idée de démanteler au moins à 90% la société civile, c'est pour quelle raison? Parce que ce que nous faisons ici, c'est le travail de la société civile. Des gens qui s'occupent de la sécurité, des gens qui s'occupent de dénoncer telle chose. Je prends témoin Michel, le confrère Michel qui a son métocobe, hein, oui. Et pour lutter contre la corruption et d'autres choses. Moi, je crois que c'est quand ces organisations-là sont dynamiques que vraiment l'État a la tâche facile. Mais regardez ce que nous sommes en train de faire autour de cette table. Nous sommes en train pratiquement de supplier les autorités de nous épargner, de nous épargner nos vies. Ce n'est pas les supplier. Non, mais vous avez parlé, vous avez dit SOS. Ah bon. C'est ma chose, je ne sais pas comment ça se dit en anglais. Sauvez-nous. Ça dit que nous sommes en difficulté. S'il vous plaît, sauvez-nous. Mais ça ne devrait pas être ça. C'est un devoir de l'État que d'assurer la sécurité des individus. Et si l'État ne le fait pas, nous devrons être en droit de dénoncer, de gronder, d'insulter, même s'il le faut, de les convoquer devant un tribunal administratif et tout ça. Mais regardez, nous sommes comme des oiseaux auxquels on a enlevé les ailes et nous supplions, s'il vous plaît, épargnez nos vies, s'il vous plaît, fermez un peu le trou. Vous savez, ça c'est ce que vous voyez, hein. Ce que Michel a décrit, ça c'est rien. Regardez vers la BIA. Devant la BIA pratiquement, il y a une bouche d'égout là-bas, vers ce là, c'est-à-dire que le motocycliste qui tombe dans ça, c'est sûr qu'il va... J'imagine son état. Et quand vous quittez, à peu près 150 mètres plus loin, la même chose. C'est pas un trou creusé par les intempéries, non. Ça, c'est une bouche d'égout, c'est-à-dire que le truc métallique là, le disque métallique pour boucher là, quelqu'un est venu enlever. Et on s'amuse à mettre des bâtons dans ce trou de temps en temps, ou bien un vieux pneu, et souvent il y a même rien. Celui qui fait ça, l'État, en pleine ville, en plein marché, qui laisse ça, moi je me pose vraiment des questions. Si celui-là, soit la vie humaine lui est tellement égale, ou du sang, il est content quand le sang coule. C'est difficile à expliquer. Oui, mais imaginez un parent. Oui. Imaginez un parent qui pose qui met de telles choses dans sa maison. Des objets dangereux. Il a un bébé au salon, mais il s'amuse à enlever les prises, les courants, les câbles sont visibles. Ben, en cas d'accident, vous imaginez ce que le juge va vous dire. Il va vous condamner sévèrement pour négligence. Et ça se fait. Quand vous êtes dans un service, vous oubliez de fermer le gaz. Et vos confrères, vos collègues meurent. Mais vous êtes condamné. Vous allez en prison pour négligence. Alors, est-ce que l'État n'est pas passible de négligence dans ce cas? Est-ce qu'on ne peut pas le condamner pour négligence? C'est une négligence notoire. Et donc moi, jusqu'à présent, je me pose par exemple, ce qui s'est passé ce matin-là,
Oui. On peut peut-être intenter aussi un procès contre l'autorité pour négligence. On le peut. Et le commissaire qui a circulé sur le commissaire principal, je crois, qui a circulé sur les radios la semaine dernière, pour pratiquement justifier le pourquoi il nous laisse nous casser la figure sur les routes. Oui, parce que ce qu'il a fait, c'est pratiquement justifier le fond. Il a fait des gymnastiques pour dédouaner l'État. Mais est-ce que ces gens-là, on ne devrait pas les condamner? C'est eux qui nous condamnent en général. Un commissaire, c'est lui qui fait un PV et puis on nous jette en prison. Est-ce que dans ce cas, ça ne devrait pas être le contraire? Parce que justifier l'injustifiable, c'est, disons comme ceci, reconnaître qu'on est fautif, c'est déjà un début de solution. Mais justifier l'injustifiable, c'est que la personne la veut que le problème perdure. Et quand le problème perdure, c'est nous qui perdons nos vies. Sylvestre l'a dit tout à l'heure. Vous revenez à la maison, vous vous dites, mais votre fille est décédée. Les gens n'imaginent pas ce que ça veut dire. Mais c'est un drame. Les gens n'imaginent pas. Il est 11h31 ici. Et je ne veux pas être à la place des gens qui sont dans la famille, là, mais actuellement, il doit y avoir des pleurs. Partout. Non, mais. C'est terrible. Et puis, quand vous voyez l'état du corps, c'est-à-dire, il y a des choses que je n'ai pas voulu dire à l'antenne ici, parce que c'est pas bon. C'est lundi matin, quoi, vous comprenez? Mais il faut comprendre juste que la personne était en train d'aller au boulot et se retrouve sous un camion. Parce qu'il y a un titan stationné. On vous dit que votre femme qui vient de vous quitter là, en moto, était en train de partir pour le boulot, s'est retrouvée par terre sous un camion, morte sur le coup, hein. Pas qu'on est en train de l'amener à l'hôpital, morte comme ça. Parce qu'il y a un camion stationné à côté là depuis des jours qu'on refuse de dégager. Et juste à côté, la dame est décédée. C'était juste à côté du camion. C'est triste. Oui, c'est fort. Non, mais c'est pas la normal. question que moi je me pose, est-ce qu'il y a un panneau stationnement interdit là-bas? S'il n'y a pas un panneau de stationnement interdit, le type il a le droit de stationner. Non, il est en panne. Non, il est en panne. D'accord, il est en panne. Il faut le dégager. Il faut le dégager. Vous êtes en panne, vous faites doucement, comme on dit chez nous, vous garez sur le bas-côté de la route, sauf qu'il n'y a pas de panneau de stationnement interdit. Jusque-là, on ne peut pas punir cette personne. Oui, mais Gérard, vous savez que les camions, généralement, quand ils tombent en panne, ils font plus doucement, ils sont calés, hein, ils sont là. On voit des camions qui sont souvent stationnés sur la colline de Toko. Non, il n'y a pas de bas-côté. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas de bas-côté? Il n'y a pas de bas-côté. Est-ce qu'il y a un panneau de stationnement interdit? Là, nous parlons de loi. Oui, mais il n'y a pas de panneau là-bas. Voilà, donc il a le droit. C'est ça le problème. Donc, personne n'a dit. Oui. Qui n'a pas le droit ou qu'il a le droit. Donc, on remarque juste qu'il y a un véhicule qui est en panne. Qui a légalement garé là-bas. Qui est en panne, qui est donc sur la chaussée. Oui, est-ce que c'est légal là où il a stationné? Est-ce qu'il y a un panneau qui interdit ça? Parce qu'il y a ce problème aussi. Là où il doit y avoir des panneaux, il n'y a pas de panneau. Oui. Moi, j'étais parti à la cour d'appel la dernière fois, je sortais par là où je suis rentré. Je vois un monsieur qui me dit non, il faut faire demi-tour. Je dis, mais il n'y a pas de panneau, c'est ça, c'est interdit. Alors moi, je peux passer. C'est pas une question de panneau. C'est quoi la question, c'est que le véhicule est en panne et stationnel. Normalement, on doit prendre des dispositions pour dégager le véhicule, puisque d'abord la voie n'est pas large. Là, vous parlez de bon sens. Oui, je ne peux être que dans le bon sens, Gérard. Qu'est-ce que ça coûte de mettre un panneau de stationnement interdit? Mais même s'il y a un panneau et que le véhicule, ou du moins le chauffeur, a stationné là, si ça prend du temps, normalement on doit dégager le véhicule, puisque la voie n'est pas large. Ça peut à tout moment créer des accidents. Oui, s'il y a un panneau, il sera qu'il ne peut pas garer là-bas. Mais s'il n'y a pas de panneau... Mais le véhicule est en panne. Il est en panne. Oui. Et s'il y a un panneau de stationnement interdit, parce que là où j'ai eu la panne, patron, là où j'ai eu la panne, il y a un panneau de stationnement interdit là-bas. Mais si moi je suis patron, je demande, mais tu as garé où? Ah voilà la voie. Est-ce qu'on peut te garer là-bas? Oui, il n'y a pas de panneau de stationnement interdit. Bon, donc il peut garer. C'est ça, ça veut dire que ce qu'on appelle flou artistique, c'est un peu ça, quoi. Le flou artistique mais ça permet tellement de choses. Ça permet des choses. Quand un policier vous arrête, vous dites que vous n'avez pas 2000 francs, mais il s'en va voir les autres. Bon, tu vois là, il s'occupe des autres pendant 1 heure, vous-même vous allez chercher 2000, vous lui donnez. Parce qu'il y a un flou autour de la loi. Et il utilise ça. Et c'est ça que nous tous nous faisons. C'est de ça que moi je parle. Et Sylvestre, moi je vous dis que les panneaux, ça manque cruellement. Oui, c'est un autre volet. C'est aussi une réalité. Nous sommes dans une ville où quand vous circulez, c'est-à-dire quoi, il n'y a rien devant quoi. Tout est permis.
Oui, tout est permis. Ça aussi, c'est un autre problème. Tout est permis, donc la mort aussi est permise. C'est ça, en fait. On peut pas... Bon, vous avez une famille. Vous avez une famille. Et vous déposez... Hein, c'est un exemple bizarre que je vous donne. Hein. Vous déposez, vous mettez par exemple de l'acide dans la boîte de sel. Vous mettez. Il n'y a pas de règle. Vous mettez tout n'importe où. Il y a des gens qui font ça. Hein. On finit d'utiliser l'acide là, on met un aliment dedans. Oui. On dépose. Vous voyez? Mais quand quelqu'un va confondre les bouteilles, il y a des gars. Il y a des gars, forcément. Donc, comme dans une maison, dans une famille, il y a des règlements, des règles à respecter. Mais au niveau de nos municipalités aussi, c'est ça que devons faire. Très bien. Au niveau de nos villes, au niveau de l'État et partout. Je voulais avoir l'avis des confrères sur les radars. C'est vrai que les panneaux de signalisation, c'est aussi une autre plaie. Hein. Parce que quand vous sortez du pays et quand vous rentrez, vous circulez à Lomé, vous avez le sentiment comme s'il y a quelque chose qui manque là. Il n'y a presque pas de panneaux. Il y a eu des efforts ces temps-ci quand même sur la majeure partie des voies sur lesquelles nous roulons. Il n'y a pas de panneaux. Mais sur les radars, Michel, c'est suffisant pour régler le problème, les radars? Bon, suffisant comment? On n'est qu'au début. Pour le moment, c'était seulement 3 carrefours. Peut-être il y en a d'autres qu'on ne connaît pas. Mais moi, je dis que c'est un début de quelque chose. Okay. Et que progressivement, on connaît ça. Ça ne coûte pas les yeux de la tête. Je pense que les autorités sécuritaires ont fait cet effort. Il faut quand même que ça continue. Il ne faut pas que ça s'arrête seulement à Lomé. Au-delà du fait qu'on peut contrôler la circulation, peut-être la circulation sur les routes et tout, il y a aussi des problèmes de sécurité qu'on peut régler à partir de ces radars-là. C'est important, il faut qu'on ait ces radars-là. Vous vous rappelez, les radars-là, on avait évoqué ça au temps de Titiquina, quand il était ministre de la Sécurité. Oui. Mais on n'en a rien vu. Bon, si aujourd'hui, ça fait des années, et après, si aujourd'hui on parle de ces radars-là, moi je trouve que c'est une bonne chose. Parce que ceux qui sont sortis hors de ce pays, ils ont visité les pays où il y a les radars, un peu partout, vous comprendrez que c'est une bonne chose. Oui, bien sûr. Nous, on était à Abu Dhabi, mais au départ, je ne savais pas que c'est nous étions flashés à tout moment. Je demande, mais qu'est-ce qui se passe? On dit non, c'est que nous roulons au-delà du normal. Comme on était une délégation chose, donc on était flashés. Sauf que ici, ça que c'est une délégation étrangère qui est venue pour une émission, donc mais j'ai dit, mais c'est bien. Ça veut dire que s'il y a un délinquant qui se comporte de façon, tout de suite on le met la main dessus. On le gère proprement, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas encore suffisant. Oui, parce qu'on est au début. C'est la lutte contre... Et ça, c'est la radar statique. Hein. Ça veut dire que c'est à des endroits précis. Voilà, s'il y a des radars mobiles aussi, en tout cas, c'est une bonne chose de commencer. Oui, c'est très important. Et maintenant, dire que c'est suffisant, non. Je pense que la lutte contre l'insécurité, ou bien contre les... en tout cas, ceux qui se comportent mal ou bien dans la circulation, je pense que ce n'est qu'un point dans la recherche des solutions pour lutter contre tout ça là. Les radars c'est bien, mais il y a d'autres choses. Et je pense que si on essaie de combiner toutes ces mesures là de lutte contre l'insécurité, le banditisme sur les routes, je pense que progressivement nous aurons quand même parce que ce qui va se passer aujourd'hui avec le temps, c'est que vous allez faire du banditisme dans un carrefour. Mais on viendra vous chercher chez vous à la maison. Vous pouvez partir, il n'y a pas de problème. On viendra vous chercher. Soit c'est l'amende, soit c'est pas ce que la loi prévoit, quoi. D'accord, très bien. Et ça permet aussi d'éviter que les policiers quand même soient éparpillés un peu partout. Oui. Quand le truc soit concentré sur autre chose. C'est évident. Voilà. Il y a un auditeur, alors je rappelle aux auditeurs qui peuvent aussi participer donc à l'émission, en nous envoyant juste des messages, hein, ça peut être SMS ou message WhatsApp sur le 93 94 96 64. Il y a un auditeur qui nous dit par rapport au Caterpillar là au niveau d'Atikoumé, il dit pour le Caterpillar de stationner à Atikoumé, il a fallu qu'il y ait un accident avant qu'on ne dégage ça. 2 femmes sont mortes et un homme qui est gravement blessé. Oui. Ah bon. Je n'ai même pas vu la photo. Alors, c'est ça qui a justifié qu'on puisse le dégager finalement. On ne charlatait pas.
Non. On disait là, c'est que c'est des faits réels. Ouais, c'est ce que dit donc cet auditeur-là. Mais c'est que Non, mais pourquoi on doit attendre justement des morts d'hommes avant de pouvoir... C'est pas... apparemment, c'est la norme ici. Bon, hein. mais finalement, qu'est-ce que le patron de la DSR dit sur les radios? Il y a l'ancien patron de la DSR, je crois, Tabou, Oui, qui avait, je crois, une équipe. À peine il y a signalement qu'il y a un engin en panne sur une voie. On dégageait. Même les gens qui garaient de façon bizarre sur les routes, ça, sur la nationale numéro, Lomé à Néro, là, comment ça s'appelle, vers le grand marché. Il y a un confrère à qui on a pris sa voiture. Voilà, il sort et on enlève la voiture. Voilà. Et puis il est allé récupérer ça, je crois, la brigade motorisée, un truc comme ça. Il faut que véritablement ces trucs reviennent. Moi, j'ai envie justement que le patron de la DSR vienne nous expliquer comment ça se passe. Parce qu'on ne peut pas comprendre ça. Mais si c'est de la responsabilité des maires qu'on nous le dise, est-ce que c'est les mairies? Parce que les maires peuvent aussi faire appel aux forces publiques, forces de l'ordre, pour dégager un camion, pour dégager la voie. Mais qu'est-ce que la DSR fait? Entre la DSR et la mairie, la responsabilité première incombe à qui? Parce qu'on parle de taxe d'encombrement de la voie publique. La taxe a été définie dans la loi pour faire quoi? Pour dégager le camion? Ou pour laisser le camion, ou pour l'autoriser à stationner? Ouais. Ah oui, hein? Ah oui, mais il faut comprendre. C'est pour dégager ou pour l'autoriser à stationner. Pendant combien de jours? Juste dans le code de la route, on sait pendant combien d'un camion doit être stationné. Oui. Si ce n'est pas son lieu de stationnement. C'est une voiture, en général. Parce que quand vous garez, vous êtes en stationnement. Et il y a beaucoup de choses, en réalité, qui doivent jouer. Donc, il faut véritablement que le patron de la DSR nous explique. Pourquoi est-ce qu'on a des camions? C'est pas seulement sur la nationale numéro 1. Non. Pourquoi est-ce qu'on a des camions qui sont là, qui sont en panne, et après, on ne comprend pas comment ça se passe, et bon, voilà, les gens meurent avant qu'on dégage le camion. Quand il y a mort d'homme, on dégage le camion. Oui, il y a les minutes qui suivent. Oui, c'est terrible. C'est qu'à votre retour chez vous, là... Non, ils vont dégager le camion, ça c'est clair. Ils vont le dégager. Alors, il y a un auditeur qui nous dit, encore 2 minutes pour passer à notre sujet, qui dit s'ils n'arrivent pas à gérer les feux tricolores, peuvent-ils bien gérer les radars? De plus, le pays n'est pas numérisé. Et comment ils vont faire pour gérer tout ça? Mais apparemment, ça marche, parce que j'ai vu des gens sur TikTok que des radars ont flashé et on les a appelés à venir à la brigade motorisée. C'est un bon début. Moi, je crois que les radars, c'est un bon début. Moi, je soutiens cela. C'est un bon début. Ils ont été verbalisés. Oui, il faut aller au bout de cette... Il faut un peu partout ces radars-là. C'est très important. Un peu partout. Hein. Ça peut aider à lutter contre... Surtout sur la voie du contournement. Oui. Et sur la voie d'Aïdo-Gomé. C'est là aussi qu'il y a aussi des dégâts. Je crois que c'est par là qu'on devait même commencer par mettre les radars. Parce que sur ces deux voies-là, surtout sur le contournement, je crois que... Mais est-ce qu'il ne faut pas avoir une unité de police qui soit mobile sur l'ensemble des trajets? Ça va coûter cher à l'État, mais parce que les bandits de la route, c'est pas seulement au fait tricolore qu'on les observe. Hein. Ouais. C'est sur la route même. Même pour les radars, ça va coûter cher pour l'État. Parce que, parce que ce qui se fait, par exemple, ce qui se fait en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que une fois l'infraction commise, les minutes qui suivent, vous avez donc un message qui vous verbalise, quoi. Vous avez la vidéo qui vous verbalise tout de suite, vous avez le message sur votre téléphone. Et donc, quitte à vous donc de prendre des dispositions pour aller payer. Voyez-vous, si on pouvait le faire aussi, ça va mobiliser plus donc de forces de l'ordre parce que il faut suivre vous avez la détection par la vidéo, il faut suivre cela. Donc, il faut une équipe pour également visualiser et tout. Voyez-vous, donc ça peut mobiliser et donc même le personnel civil. Oui, les jeunes qu'on voit très souvent pour les opérations de saisie à la saisie, là, on peut les mobiliser. Donc ça veut dire qu'on peut également prendre au moins une bonne partie donc, des jeunes qui n'ont rien à faire. Qui n'ont pour l'instant du boulot, qui n'ont pas de boulot pour l'instant. Donc on peut les caser à ce niveau-là. Vous voyez que il y a aussi l'employabilité et tout. Donc ça, puisqu'il faut une équipe, un nombre important donc de personnel pour visualiser les vidéos. Donc je crois que. Et puis c'est pourquoi je disais, avec ces radars là, on peut mobiliser un nombre de policiers pour faire autre chose que d'être constamment sur la route. Parce qu'avec les radars, c'est contrôlé sans être là. Oui. Vous voyez, on sort uniquement quand il y a problème. Vous voyez.
Donc ça permet aux policiers de faire autre chose, parce que la police fait beaucoup de choses, que d'être sur la route tout le temps. Et voilà, avec les radars, c'est que on vous contrôle, mais il n'y a personne. Mais on sait ce que chacun fait. Oui, bien sûr. Mais c'est quand ça ne va pas, maintenant vous voyez des gens, je me rappelle, on était à Genève et nous sommes allés à la place de Handicap International, où il y a une chaise géante à qui on a imputé un pied. Donc une chaise qui n'a que 3 pieds. Donc on était un peu... Ok. Non, c'est-à-dire, moi j'étais émerveillé. Ah, ok. Et on est descendu pour voir. On a même fait des photos. Mais 3 minutes après, la police motorisée est venue nous bloquer vers devant. Ah, oui. Est-ce que ça fait 3 minutes? C'est 1 minute et quelques. Juste qu'on est monté en même temps là, on nous a bloqués. Nous sommes quand nous cherchons en pleine Genève, nous prenons les vues. On a dû s'expliquer tout ça là. Et puis, ça veut dire que quelque part, les gens là, on se balade, vous regardent. mais les gens nous suivent. C'est-à-dire qu'on contrôle les gens sans que les contrôleurs soient vus. Ils ne sortent que quand il y a problème. Je pense que ça va diminuer la tâche aux forces de sécurité et tout. Et ça va aussi nous discipliner quelque part aussi. Ah oui, bien sûr. Ouais. À mieux se comporter. Il y a un auditeur qui nous dit ne serait-il pas temps qu'on laisse la main au maire d'avoir des services de remorquage pour dégager les camions et autres? Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Vous avez un commentaire, Gérard, et puis on passe à un autre sujet. Ouais, juste quelques remarques. D'abord, il faut distinguer entre les caméras de surveillance et les radars. Ce que Michel vient de dire là, c'est les caméras de surveillance. Il y a une station là, on voit tout ce que vous faites et puis bon ben, en cas de délit, on vient vous rafle, hein, ça c'est facile. Mais les radars, c'est pour surveiller ceux-là qui téléphonent au volant, ceux qui n'ont pas mis leur ceinture, ceux qui font de la vitesse, des choses comme ça quoi. C'est le contrôle quand même. Oui, c'est un contrôle, très efficace. Hein. Bon, maintenant, celui qui a parlé de mairie là, il a vraiment effleuré le problème. Ça, vous savez ce qui se passe. Moi, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on veut inventer la roue. Des gens ont déjà fait des expériences. Dans les grandes villes, il y a comme un service de secours, de scouts. Sylvestre l'a dit tout à l'heure, des jeunes désœuvrés. En fait, ce n'est pas des jeunes désœuvrés. Vous êtes là, on vous dit, soit vous payez les impôts, pour par exemple les sapeurs-pompiers, en cas d'incendie, tout ça, là, vous payez le jeune paye des impôts, ou bien ils s'enrôlent dans l'équipe des sapeurs-pompiers volontaires. Ok. Et il regarde dans l'air et se dit, ben, tiens, si je vais légaliser un papier, au lieu qu'on me prenne 1000 francs, on va me prendre 100 francs. Ok, donc je préfère alors être parmi les volontaires. Et il y a beaucoup de volontaires qui font ces genres de choses. Ici, on la ville, quand vous allez dans des grandes villes, je sais pas quoi, hein, quand on voit une voiture stationnée depuis 3 jours, c'est ces jeunes-là qui appellent la police et disent, tiens, il y a une voiture suspecte ici. Quand une voiture est en panne, comme ce qui vient de se passer à Ngonyomé là, il signale rapidement. Et donc, la police n'est pas débordé par le travail. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est ça qu'un auditeur vient de dire. En fait, ce n'est pas l'État qui vient dégager les voitures. Dans beaucoup de villes, c'est des services privés. En Allemagne, c'est ADAC là. Dès qu'il y a quelque chose, ADAC vient et puis on traite la voiture, on l'amène. Mais si on dit que l'État doit tout faire, l'État, c'est combien de fonctionnaires? Et donc, on doit privatiser ce secteur-là. Regardez un peu la chaîne, hein. Il y a une voiture qui est dangereusement stationnée ou bien en panne quelque part. Voilà les jeunes là, volontaires, qui détectent, qui appellent la police qui prend son téléphone, on appelle ce service là, allez me dégager cette voiture là, et le propriétaire paye. Vous voyez, chacun a intérêt à ce que cette voiture là soit dégagée. Et le jeune, à qui on va dire, il a fait du bon boulot, et le policier qui a travaillé, et la société privée là qui gagne de l'argent, tout le monde en a pour son compte. Ah oui. Ben voilà. Et donc, on peut même mettre en place une ligne verte pour signaler les camions. On n'a même pas besoin de ligne verte, il s'agit de gagner du sou. Moi, j'ai une société pour traiter les engins gâtés sur les routes. Mais je vais encourager même les jeunes là à me signaler. Je vais encourager la police même à m'appeler à chaque fois. Parce que chaque fois que je prends une voiture, que je traite une voiture, j'ai mes 100 000 ou bien 200 000. Et donc là, c'est 25 000, hein. Quand on vient récupérer ton engin, bon, moi je connais pas. Ça dépend. Quand c'est sur les grandes voies, par exemple, vous avez un accident vers Atapamé au beau milieu de la route, et par exemple à Gléy, la voiture, le dépanneur doit quitter Atapamé pour venir à Gléy là pour vous traiter. On vous fait la facture compte tenu de la distance aussi, quoi. Et donc, pourquoi est-ce qu'on ne va pas copier le système d'organisation que les gens ont déjà fait, qui ont fait leur preuve depuis
Et puis bon, on est là, un commissaire principal qui circule sur les radios, qui dit des choses, comme si c'est nous qui étions le tout premier pays à avoir des voitures sur les routes. Ben, copions ce qui est déjà fait et avançons. Très bien. Tout simplement. Vous avez donné quand même de belles pistes là. Je pense qu'on va suivre et tout ça, messieurs. Merci. Mais la petite remarque, si le camion était en plein milieu de la route, vous convenez avec moi qu'on l'aurait dégagé. Hein? Ah oui, parce que personne ne passerait. Et donc du coup... Voilà, ils vont dégager. Ça veut dire que quand c'est là-bas, ça ne gêne pas trop. Ça veut dire, bon, ça peut aller. C'est ça qu'on appelle le seuil de tolérance. Voilà, c'est dans son subconscient. Bon, d'accord, ça peut rester là, c'est pas si dangereux. Oui. Voilà quoi. C'est ça. Bon, alors, ceux qui sont donc souvent à bord de ces camions-là, pour que vous soyez rapidement secourus, donc il va falloir que vous aussi vous fassiez tout pour vous mettre au beau milieu de la voie. Et donc, du coup, on a intérêt à vous dégager rapidement, quoi. Ou bien, c'est bon, non? Bah oui. Et je voulais qu'on aborde notre sujet. Le sujet de Gabriel Messan Agbeyome Kodjo, on le sait, qui est décédé début du mois de mars. On avait prévu donc ses obsèques le mois de mai dernier, ça n'a pas tenu. Et la famille a communiqué sur le 5 et 6 juillet prochain où devrait avoir lieu donc ses obsèques ici. 6 juillet, c'est le jour même. Il devait être enterré dans son village natal de Tokli. Est-ce que tout cela se passera avec hommage ou sans hommage? Aujourd'hui, on pose clairement le débat, mais qui a droit à des hommages en réalité au Togo, finalement, Sylvestre? C'est celui qui chante la gloriole du roi. Celui qui chante la gloriole du roi. Ah. Bon, en réalité, vous savez, aujourd'hui, tout est politisé dans notre pays. Même Je rappelle que Agbeyome Kodjo, et ça, ce n'est pas du scoop, a été Premier ministre dans ce pays, a été président de l'Assemblée nationale de ce pays. Oui. Il a été ministre de l'Intérieur. Oui. De la jeunesse espoir aussi. Directeur du port. Oui. Donc il a occupé beaucoup donc, de postes dans ce pays, sauf la présidence. Sauf la présidence qu'il attend qu'on voit créer. Le dernier palier. Et qui la présidence de la République. Parce qu'il est président de son parti avant. Oui, il est président de son parti. Oui, il ne restait que toucher le Graal. À toucher le Graal, quoi, la marche haute. Mais malheureusement, il est parti. Et depuis même, dès là, l'annonce de son décès au niveau donc, de l'État, du moins ceux qui sont aujourd'hui à la tête donc, du Togo, n'ont d'ailleurs même tué. Ils n'ont même pas tué pour un ancien Premier ministre, un ancien ministre, un ancien président de l'Assemblée nationale. Même le président n'a pas tué. Et c'est là où ça devait véritablement donc, choquer. Parce qu'on a vu d'autres personnes qui n'ont pas occupé donc, de tels postes, mais qui, dès l'annonce de leur décès, on a vu même le président de la République a tué. Il y en a tellement. Il y a l'ancien secrétaire général de la présidence, Tavi, puis Vénissant, je crois, qui est parti. Le président a tué. Je crois que d'autres personnes aussi sont parties. Donc le chef de l'État a tué. Mais lorsqu'il s'agit donc de ceux qui ont servi l'État et qui, malheureusement, ou bon, qui par la force des choses, nous disons pas la force des choses, non malheureusement. Ceux qui par la force des choses sont devenir donc des adversaires politiques et non des ennemis, des adversaires politiques donc de ceux qui sont là aujourd'hui. On les considère comme des parias, on les oublie totalement, on ignore qu'ils ont donc servi le Togo à un plus haut degré, ce qui malheureusement n'est pas bien. Vous avez vu la dernière fois en Côte d'Ivoire quand l'ancien président est décédé, Bédié a combattu Ouattara, mais Bédié donc a eu droit donc à un hommage national. Ici, Agbeyome a combattu le président Faure Gnassingbé à son décès, même pas même un tweet. C'est là où c'est pas bien. Tous ceux qui ont servi donc l'État ont quand même droit à un hommage national. Okay. Et vous avez vu même le cas de Podjo. Podjo a été donc le premier, au sorti donc de la conférence nationale, il a été donc le président du HCR. À l'époque, c'est l'organe législatif de l'actuelle Assemblée nationale. Donc il a été président de l'Assemblée nationale. Mais bon, il a été archevêque de Lomé. Mais à son décès, rien. On l'a enterré. J'ai vu quand même quelques ministres lors donc, des obsèques de Agbeybo. Bon, ça c'est du fait peut-être de leur relation, mais pas un hommage national comme on l'aurait souhaité. Agbeybo, c'est
un ancien Premier ministre. Vous voyez. Donc, mais si on essaie donc de faire la part des choses, c'est-à-dire que je crois qu'il y a une bonne expression pour ça qui m'échappe pour l'heure. Mais lorsqu'on on le fait comme ça, c'est pas digne de nous, quoi. C'est parce que Michel, vous en pensez par rapport parce que nous on se pose la question, mais finalement peut-être qu'il y a des choses qui nous échappent. Qui est-ce qui a droit à un hommage national? Mais je pense que le débat là, on aurait pu le faire après peut-être les obsèques de choses, puisque pour le moment, oui, parce que on est dans les supputations. Oui, parce qu'on a vu aussi le programme. On a vu le programme de la famille. Oui. Et donc, d'ici là, des choses peuvent se passer. Moi, je ne me fie pas à ce programme. Parce que c'est vrai, la famille a le droit de sortir un programme, mais l'État reste l'État. Et on ne sait pas si ce programme a été fait avec l'accord de l'État ou pas. Mais il y a des choses qu'on peut revoir. Moi, je n'ai pas vu ce programme, mais moi, je serais très à l'aise de débattre de ce sujet après l'enterrement de Agboimé. Parce qu'à l'heure où nous sommes, on va rester dans... Bon, parce que Tut, c'est vrai, on en a fait pour d'autres. Est-ce que Tut seul peut dire que, bon, ça veut dire qu'on a commencé un début d'hommage à la personne, à la personnalité, je ne sais pas quoi. Mais c'est si, après l'enterrement, on aura vu un fugitif et apprécié. Oui. Puisqu'il est recherché par la police. Oui, jusque-là, la justice togolaise. Oui, jusque-là, je n'en disconviens pas. Moi, je dis, je serais très à l'aise de débattre de ce que vous parlez d'hommage, vous parlez des hommages. Oui, bien sûr. Je serais très à l'aise à débattre de ça une fois l'enterrement ou les obsèques terminés. Je sais pas, peut-être qu'on lance trop tôt le débat selon vous. Voilà. Mais on a vu le cas de Philippe Fanoko-Koduro. Passé aussi. En réalité, comme Sylvestre l'a dit, ceux qui ont rendu service à l'État à un niveau donné, lorsque le grand Dieu, le Créateur, il retourne au Créateur, ils sont droits aux hommages. Il n'y a pas très longtemps, j'ai vu les images de l'hommage que l'ancienne PA, puisque maintenant on a un nouveau PA, a rendu un ancien président de l'Assemblée nationale. Nous, le nom, M. Akwete. M. Akwete. C'est même avant les années 90, il a été président avant les années 90, je pense. Donc, voilà. Donc, c'est quelqu'un, peut-être les enfants d'aujourd'hui, les jeunes ne connaissent pas. Mais, quand il est décédé, l'État l'a reconnu comme un grand serviteur. Donc, mais il y a des considérations que nous ne pouvons pas évoquer ici. Moi, je ne maîtrise pas grand-chose. Mais sinon, Agboimé, comme nous l'avons dit, c'est un monsieur qui a rendu énormément service. Mais après, il est devenu adversaire politique. Ça, c'est... Bon, moi, je n'ai pas beaucoup de choses à dire dans ce sens. Quand quelqu'un n'est plus, je pense qu'il y a certaines choses, ce n'est pas la peine de revenir. Mais maintenant, après son enterrement, moi, j'aurais apprécié ce qui a été fait. Parce qu'on en a fait pour certains. Pour certains. Donc, on va voir pour son cas qu'est-ce qui va être fait. D'accord. Et l'homme, sur ce sujet-là? On attend de voir parce que le 6 juillet, c'est encore loin. On a cette semaine et la semaine prochaine. Oui. Et les choses peuvent se décider à tout moment, comme Michel l'a dit. Et d'ici là, on verra parce que c'est vrai que pour le moment, c'est le silence. Au niveau de l'État, on ne sait pas s'il y aura des hommages dignes de ce nom à M. Agboimé Kodjo, père son âme, parce que quoi qu'on dise, ce n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a occupé de très hautes fonctions dans le pays, et ancien président de l'Assemblée nationale, ancien premier ministre, ancien directeur général du port autonome de Lomé, ancien ministre de la jeunesse et des sports. Je ne crois pas que c'est des postes qui soient... Directeur commerçant de Sonacom, voilà, ce ne soit pas... C'est là où il a débuté. Oui, ce ne sont pas de petits postes. Et quand vous prenez quelqu'un comme Agboimé, qui était longtemps vice-président du forum vice-président du forum des hommes d'affaires francophones. Ok. Voilà, il représentait le Togo. Donc ce n'est pas quand même quelqu'un qu'il faut minimiser, vous comprenez. Donc je crois que pour avoir servi le pays, son pays, sa nation, à ces postes aussi importants, il faut quand même qu'il y ait des hommages
sur le plan national. Maintenant, le fait qu'il soit devenu un adversaire politique, avec le parcours qu'on lui connaît, je ne crois pas qu'on va revenir sur ce débat pendant qu'il n'est plus. Et ce qu'on retient de lui, c'est quand même l'homme d'État qu'il fut, c'est quand même sa carrure politique et sa capacité à pouvoir contribuer à des sujets, contribuer à débattre sur des sujets nationaux et à apporter quand même son expertise sur plein de sujets. Il faut reconnaître qu'il était docteur en économie. Exactement. Voilà, ce n'est pas Agbeome, ce n'est pas n'importe qui, et je crois quand même que ça mérite quand même un hommage national. Très bien. Il est 12h sur la radio. Gérard, vous me permettrez de marquer une pause obligatoire. Je vous donne la parole ensuite au sujet de Agbeome Kodjo. Taxi FM, la seule radio de débat, d'infos et de sport. Tout de suite, la pub. Tu sais quoi, Elisabeth? Ma vie a changé depuis que j'ai la fibre Canal Box. Niao, comment ça? Canal Box est une connexion internet stable et très rapide qui me permet de télécharger et d'envoyer à la vitesse de la lumière et en quelques secondes les audios, vidéos et divers documents, même les plus lourds. Mieux encore, je paye une seule fois mon abonnement par mois et toute ma famille et moi accédons à Internet en illimité. Au CMR, sans aucune limite de mégas, H24 et 30 jours sur 30. Pour toute ta famille en même temps et illimité, ça doit être économique, Canal Box, hein? Très économique même. D'ailleurs, en ce moment, l'installation et la box fibre Canal Box sont gratuites. Gratuite? Comment, main? Tu as très bien entendu. L'installation et la box fibre sont actuellement à 0 francs. Je veux avoir ma Canal Box. Appelle vite Canal Box au 88 66 ou fonce dans la boutique la plus proche pour en profiter. Canal Box. Vive l'internet illimité. Alors comment tu le trouves? Il a un petit côté mannequin, non? Hein? Viens, on va vite chez La Paire, vite. Des lunettes trop chic. Votre test de vue gratuit et la qualité internationale à partir de 19 000 francs CFA. La Paire, voir clair, ça va vous plaire. Il n'y a pas de yalo. Manquia. Hein? Nous qu'est? Ah, mais on a. Ah, mais quand il y a la famille, La Paire nous va dire qu'on du don. On va aller prendre nous. Novi, Koutoukou et Asideke pour Wotchichili La Paire. La Paire, voir clair, ça va vous plaire. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Merci de nous écouter sur la radio Génial Taxi FM Lomé. Nous sommes donc dans l'émission La Gare routière de l'information avec Michel Tchadjaï Lomartis Oboué, Sylvestre Béni et Gérard Ouesson. On évoquait le sujet d'Agbeome Kodjo qui serait donc inhumé dans son village natal de Toclé le 6 juillet prochain. Est-ce qu'il y aura de l'hommage pour celui qui aura aussi servi l'État du Togo à plusieurs postes? Gérard Ouesson. Bon, moi je me pose d'abord la question, qui on va enterrer le 6? Est-ce que c'est l'ancien Premier ministre, celui-là qui a rendu beaucoup de services à l'État, ou bien c'est le délinquant dont vous avez parlé? Parce que tout ce jour-là, si c'est le délinquant, le fugitif, il y a est-ce qu'il est recherché par la justice togolaise? Voilà, et si c'est l'ancien Premier ministre, c'est notre traitement aussi. Alors, qui est-ce qu'on va enterrer? D'abord, il faut définir ce que celui-là est. Soit on le réhabilite, et on sait qu'il est Premier ministre, ou bien il garde son statut de délinquant recherché par la police pour aller dans la tombe. Et en ce moment, il n'y a pas d'hommage national, tout simplement. Je crois que quand on rend hommage à quelqu'un, c'est pas parce qu'il est docteur en ceci, il a fait ceci, il a été Premier ministre. Non. Regardez un petit caporal, je mets entre guillemets un petit caporal qui tombe au front, quelque part. Mais on leur rend un hommage national. Oui, bien sûr. Alors qu'il n'est qu'un caporal. Ce n'est pas un petit caporal, c'est un caporal. Un caporal, c'est rien. Un caporal, c'est rien. Ou bien vous voulez un soldat sans grade. Même là, on lui rend un hommage national parce qu'il est tombé pour le pays. C'est ça. Donc ce n'est pas une question d'avoir occupé des postes, tout ça. Le tout, qui on est. Voilà le problème. Maintenant, il faut qu'on nous dise ce qu'est Agbeome Kodjo aujourd'hui, en cette date-là, ou bien avant son enterrement, qui il est. Soit l'État le réhabilite, on dit il n'y a pas de poursuite, voilà, tout ça c'était de la politique, là on lui rend des hommages. Ce qui étonnerait quand même. Hein. Ah bon, je ne sais pas, mais on peut dire c'était le délinquant, donc on l'enterre comme monsieur tout le monde. Comme on a enterré certains maréchals pétés en France parce qu'il a trahi la France, il n'a pas eu d'hommage national et tout ça là. Mais la question, quand les gens rendent beaucoup de services au pays comme ça et finalement on les enterre dans l'anonymat, quel effet cela peut avoir sur nous les vivants? Un Agbeome, il a perdu tout son temps, il a sacrifié sa vie quand même à lutter pour des causes et en fin de compte, ben, il n'a rien.
Moi, Gérard, je vais me dire, ben tiens, si c'est comme ça, moi aussi je mange. Pas la peine de se sacrifier pour ce pays, pas la peine de se sacrifier pour une cause. Et si cela fait tache d'huile, vous voyez, nous serons dans un pays où plus personne n'a d'idéaux. Il n'y a plus d'idéal. Chacun se dit, bon, moi aussi je prends un peu de sous à gauche, à droite, c'est comme et puis c'est fini. Parce que il n'y aura jamais d'hommage, il n'y a pas de sens à lutter pour une cause. Moi, c'est ça qui m'inquiète le plus. Quel effet cet enterrement là-bas va avoir sur nous, les vivants, nous qui sommes aujourd'hui vivants, sur nous, sur nos enfants et sur le comportement en général de ce pays. Bon, maintenant, bon, je me demande si moi j'étais à la place de la famille. Est-ce que j'aimerais que des officiels viennent à cet enterrement-là quand je me rappelle ce qui a été la présence du ministre Bawara à l'enterrement de Patrick Lawson. Vous voyez un peu? Bon voilà, vous dites, il y a des officiels qui débarquent, rien que qui dégament à la fin. Qui dégament pour créer le scandale, pour salir l'enterrement pratiquement, pour au lieu que les gens vous pleurent, qu'on déclenche une polémique autour de l'enterrement. Donc moi, si j'étais la famille, je vais dire, bon ben, excusez, je préfère enterrer papa tranquillement, parce que votre présence parfois, ben, ce n'est pas souhaitable. C'est ça la politique aussi au Togo. C'est-à-dire qu'on est capable de saisir n'importe quelle situation ben, pour gâcher des choses, pour gagner quelque chose, pour sa cause politique. Je le disais sur la radio la dernière fois quand vous m'avez appelé, la virtuosité, quand Machiavel parle de la virtuosité en politique, c'est-à-dire qu'il saisit n'importe quelle occasion ben, pour gagner. Pas de moralité, pas de rien. Ben, si la politique est comme ça, c'est normal que vraiment le pays marche comme il marche là. Hein. D'accord, très pas bien. Pratiquement sur la tête, malheureusement. Oui, ça fait quand même beaucoup d'interrogations que Gérard pose, qui en réalité n'est quand même pas superflu, je crois. Oui. Sylvestre. Oui, ben, je me pose une question en ce qui concerne donc le cas qu'il a cité concernant le ministre Bawara aux essais donc de Patrick Lawson. Est-ce qu'en réalité il y avait un problème si les Togolais n'ont pas peut-être ajouté pour créer quelque chose, puisque Gérard parlait tout à l'heure de scandale. En quoi? C'est-à-dire que nous avons on fait la politique au Togo pour paraître, faire croire que celui qui est donc du côté du pouvoir et donc de l'opposition, ils ne sont que des adversaires politiques pour un temps. Mais à l'église, ils vont se saluer, n'est-ce pas? Exactement. Quand vous donnez la paix, ils vont se saluer. Donc, en réalité, c'est pas un scandale lorsqu'on voit un homme du pouvoir et un homme donc, de l'opposition être ensemble. Patrick Lawson, qu'est-ce que le ministre avait dit à l'époque que c'est l'État togolais qui a fait l'évacuation sanitaire. C'est l'État togolais qui l'a pris en charge. En quoi c'était un scandale? Moi, je ne trouvais pas, déjà à l'époque, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là parce que je ne trouvais pas... On l'avait fait justement à l'époque, oui. Oui, c'était pas un scandale en réalité. Gérard, si aujourd'hui, je prends mon exemple, si aujourd'hui, peut-être que j'ai une maladie rare et que l'État donc veut prendre peut-être mon évacuation sanitaire, est-ce que on va dire parce que je critique l'État ou parce que je suis sévère contre l'État que ma famille va refuser? Non, c'est pas un scandale. Tant que tu es un Togolais et que l'État a jugé bon donc de t'évacuer, pour moi, je ne trouve pas en cela un scandale. Est-ce que vous avez suivi la vidéo? Les gens... les gens ont rajouté. Je pense que vous oubliez la vidéo. On a fait le débat, on ne va pas refaire le débat. C'était très suggestif. C'est-à-dire qu'il souffrait, il n'avait personne, et nous, on a dû venir à son secours. C'était ça, la vidéo. Non, il avait ajouté que c'était un ami, qu'à chaque fois, il se voyait. Donc, un ami, bon, il a rendu service à un ami en réalité. Quel intérêt d'aller dire ça? On va pas refaire. Si moi, je souffre de syphilis et mon pire ennemi me guérit, quel intérêt il a à aller dire Gérard souffre de syphilis? Voilà. C'est ça le problème. Si laisse finir et puis on va passer. Je crois que même la même chose s'est répétée aux obsèques donc de l'avocat, l'ancien avocat de l'UFC là qui était aussi ministre, le constitutionnaliste là, j'ai oublié ça. Attendez, Jovi Galé. Ah d'accord, très bien. Ça c'est même son fils qui a dit que le service que l'État a rendu à la personne et tout ça, il a cité même des noms. Est-ce que ça a créé scandale? Non. Ça, parce que peut-être à un niveau, les gens veulent créer seulement du buzz,
des scandales là où ça ne devait pas l'être. En réalité, c'est ça. Donc, si l'État évacue un opposant, normalement, ça ne devait pas être un scandale. C'est un Togolais comme tous les autres. Il y a un auditeur qui nous dit ceci, cette discipline inventée par je ne sais qui, la politique. La politique a tout gâché dans mon pays, le Togo. Cette discipline fait mal sur tous les plans et dans tous les domaines. Mais on continue comme si tout marche bien. C'est dégoûtant, la politique. On doit éliminer cette discipline sur la terre. Dis donc à cet auditeur. Mais c'est pas qu'au Togo. Vous avez par exemple un pays comme le Bénin où vous avez vu ce qui s'est passé entre les anciens amis d'hier. Oui, bien sûr. Vous avez aujourd'hui Patrice Talon. Vous avez des gens comme Adjavon qui se retrouvent en exil. Pratiquement tous les opposants sont en exil au Bénin. Et alors qu'hier, quand il s'était agi de lutter contre le pouvoir de Yahi Boni, ils étaient tous ensemble à se serrer la main. Vous prenez le Congo avec Tshisekedi, qui ont mis en prison Vital Kamerhe pendant des années, déchéance civique, gel des comptes, plusieurs années de prison, et après il le ressort et il le remet vice-président du pays avant de le mettre maintenant président de l'Assemblée nationale. Donc la politique en général. Et l'homme parle en africain, quoi. Non, ça veut dire ce que vous dites là. Devant un Européen serait scandalisé. Que dit que Tshisekedi a mis celui-ci en prison. En Europe, un individu ne met pas quelqu'un en prison, c'est la loi qui vous met en prison. Mais c'est qu'en Afrique, nous avons cette spécificité qu'un individu met un autre en prison. Non, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas l'individu, c'est moi qui ai fait un abus de langage. C'est-à-dire qu'il y a eu un problème qui s'est passé où le président, dont Tshisekedi était le directeur de cabinet, a parlé de détournement de fonds. Vous vous rappelez? Et le procès était public. On l'a diffusé en ligne, c'était en direct. Oui, bien sûr. Et finalement, les amis d'hier, à cause de la politique, à cause d'une affaire. Ça, la justice elle-même est revenue pour déclarer non-lieu. Voilà, et tout ça. Et on avait mis M. Vital Kamerhe en prison, avec gel des comptes et tout. Mais finalement, à lui, on a confié la caisse. Et finalement, il ressort, il est vice-président du pays, vice-ministre, voilà. Vice-ministre du pays, et maintenant président de l'Assemblée nationale. Donc la politique, elle est comme ça. C'est-à-dire que, regardez le Bénin, Patrice Talon, Sébastien Adjavon, ils sont en coalition pour pouvoir mettre fin au pouvoir de Yahi Boni. Maintenant, l'un est élu et met l'autre en exil. En fait, en réalité, parce que justement, on a dit que il a importé un conteneur, on a dit qu'on a retrouvé des substances interdites dedans, et on a fermé sa chaîne de télé, sa chaîne de radio, on vend sa maison, on met ses biens en vente aux enchères. Bon, mais, vous savez, à un moment donné, c'est scandaleux. Comme Gérard l'a dit, comme Gérard l'a dit, ça choque en fait. Vous comprenez? Mais il faut pas. Il y a des choses terribles qui se passent en politique qu'on ne peut pas imaginer. On peut même pas. Mais c'est pas normal en réalité. Mais comment moraliser la politique? Quelle est la place de l'éthique en politique? Quelle est la place véritablement de l'éthique? De l'éthique surtout. Quand vous prenez un pays comme le Congo, ils étaient 7 à signer une convention. Les 7 dans une église catholique. Quelqu'un est passé derrière. Dans une paroisse. Après. Quelqu'un est sorti des 7 pour faire ce qui lui plaît. Mais ils ont signé la convention dans le pays, où il y a le plus d'églises, de paroisses en Afrique, dans une chapelle. Et il y a quelqu'un qui se lève, au nom de lui seul, il casse toute la dynamique. Donc, c'est pourquoi je dis, qu'est-ce que la place de l'éthique? Ce n'est pas une science exacte. Comme dit l'auditeur, il faut... C'est pas un jeu d'enfant. Ce n'est pas un jeu d'enfant. C'est pas un jeu d'enfant. Vous êtes trop croyants, c'est pas la peine d'aller là-bas. Non, mais ce que nous disons là, ça ne se passe que dans des pays où la justice fonctionne très, très mal. Ailleurs où la justice fonctionne quelque peu bien, tout cela, vous ne pouvez même pas. Vous ne pouvez pas. La justice a des difficultés, ce n'est pas ici. Oui, mais vous imaginez. Les Blancs, tu parles là. Quel pays par exemple? La Suède, la Finlande, les États-Unis et tout ça là. Oui, mais la France, c'est pas un très bon exemple. La Suisse et tout. La France, ça s'attend que la France et l'Italie. Non, tu sais, là, ça dit que il y a des difficultés. On ne peut pas dire. Nous sommes en train de chercher des solutions pour nos problèmes. On va pas aller dire, on dit par exemple j'ai des maux de ventre et je dis Kofi aussi a des maux de ventre. Non, mais je dois chercher Oui, mais c'est comme ça. L'exemple des États-Unis, qu'est-ce que Trump n'a pas dit concernant donc la justice? Oui, mais il n'a pas jeté Biden en prison, il ne l'a pas envoyé en exil. Ça ne se passe que dans les républiques bananières. Cherchez, vous allez voir.
Regardez autour de vous, vous allez voir, c'est dans les pays et dans les républiques bananières que ça se passe. Ça veut dire que la justice est inféodée aux politiques. Et là, tout est permis. Mais aux États-Unis, Trump se plaint qu'on est en train de le bâillonner. Oui, il se plaint, c'est tout. Ça s'arrête là. Mais nous, ici, on est capable de vous enfermer. On est capable de vous exécuter. On est capable de vous envoyer en exil. On est capable de vous ruiner, de geler vos comptes. Ça, c'est pas possible. Ça ne s'appelle pas politique. D'accord. Ça s'appelle du gangstérisme. Le débat n'est pas encore clos. Et on va continuer par l'animer avec les autres confrères à partir de débat. Je voudrais qu'on parle un peu du sport et du football. Vous savez, en fin de semaine dernière, il y a une information particulière que la Fédération de football a révélée. C'est la démission du sélectionneur national, Paulo Duarte, qui dit qu'il n'en peut plus finalement. Eh bien, Paulo Duarte, c'est quand même pas mal de matchs avec les éperviers 23, avec les éperviers du Togo. On parle de 7 victoires et le reste, des défaites, puis voilà, des matchs nuls également. C'est ce qu'on a généralement en football. Mais est-ce que ça a été une surprise pour vous, Sylvestre, déjà? Surprise non, parce que lorsque vous prenez... Vous le voyez venir? Oui. Depuis qu'il était en Angola, il faisait beaucoup plus la bouche, si vous permettez peut-être l'expression. Depuis en Angola, il disait il va battre le Sénégal, il fera ci, il fera ça. Donc, arrivé sur le terrain, bon, on connaît un peu Duarte, parce qu'il est passé par le Burkina et tout, donc on connaît un peu le personnage. Donc, il a fait juste du Duarte, hein, il n'a pas fait grande chose avec le Togo. Mais je crois que le Togo en soi, je crois que c'est à ce niveau-là qu'on doit peut-être cristalliser le débat. Parce que notre équipe nationale, aujourd'hui, ou le football en soi, il faut repenser le football en soi. Parce que il y a tellement de choses qu'on doit faire. Ce n'est pas une affaire de Duarte qui démissionne. Ce n'est pas une affaire de Duarte. En réalité, puisque comme le roi peut, on peut même faire venir ici Carlos Ancelotti ou Mourinho, ils ne feront pas grand-chose. Non, ils ne feront pas grand-chose parce que le football togolais en soi est malade. Et donc, on a tellement de mots qui minent le football togolais. Vous savez, je ne vais pas être superstitieux ce matin, mais il y a eu tellement de drames aussi concernant ce football-là. Bien sûr. Et en bon africain, il faut beaucoup réfléchir. Lorsqu'on a traversé ces genres de périodes, il faut beaucoup réfléchir avant de se relancer. Vous avez peut-être un certain Obil Allé qui, du fait de sa situation, n'est pas très content du football togolais. Vous avez un certain Nibombe Ouake qui, à chaque fois qu'il a l'occasion, ne cesse de proférer des choses, ne cesse de dire des choses contre le football togolais. Même s'il n'agit pas, vous savez, il y a une terre qui existe qui s'appelle Togo, il y a un Dieu qui existe. Donc, il y aura des conséquences. Voyez-vous, vous avez Tu les ajoutes à la liste de Touré. Il y a quel Touré? Comment vous l'appelez l'homme de 20 millions? Ah oui, il y a Bodé. Il y a Bodé qui est là. Mais au-delà de Bodé, vous avez donc des Togolais qui sont morts à Lungui. Nous avons même parlé la dernière fois dans notre parution. 12 ans, rien ni fille. La famille, les ayants droit des martyrs sont là. Bon, ils n'ont pas été dédommagés jusqu'à présent. Des choses que notre consoeur Olive Vincent, aujourd'hui, sa fille devait avoir, si on compte bien, elle devait avoir plus de 18 ans déjà. Donc ça fait quoi? Oui, de 2007 d'être née. Oui, elle venait à peine d'être née. De là aujourd'hui, de quoi que 2007, non, 2024, ça fait déjà 14 ans, non? Oui. Donc là, on veut dire que la fille devait avoir aujourd'hui 14 ans. Maintenant, elle sait les conditions dans lesquelles sa maman est décédée. Elle ne connaît pas toute la vérité. Elle ne connaît pas toute la vérité. Vous croyez que cette fille-là sera contente du football togolais? Non. Donc, il y a tellement d'autres choses. Il y a Kabida qui est là, Sanoklo, notre confrère Sanoklo, et ceux qui sont tombés. Vous savez, ces familles-là, même quand on joue, quand on voit peut-être la tunique des éperviers, ils peuvent donc changer le bouton de leur télé. Parce qu'il y a tellement des frustrations qui sont ancrées dans beaucoup de personnes au Togo. Bodé qui dit à chaque fois que le Togo a un match, lui, il suffit donc de prendre l'eau, il parle, il verse, et puis le Togo ne va jamais gagner. Même si certains peuvent dire, non, il raconte sa vie, ce sont que des racontés. Ça veut dire que le gars en soi n'est pas content du football togolais. Donc, tout ce qu'il dira,
si il a le droit, si c'est de nature, s'il doit le dire, ça peut avoir des effets. Voyez-vous? Donc il y a tellement de choses concernant le football togolais qu'on doit repenser. Et tellement de frustration même au sein de la fédération, certains qui sont partis, d'autres qui sont revenus, déjà qui ont juré que non, que tant que le football togolais ne connaîtra jamais donc c'est l'aide de noblesse parce qu'ils ont été injustement peut-être remerciés. Il y a tellement donc de choses, quoi. C'est pourquoi il faut penser à ce football-là. Il faut peut-être, organiser les états généraux, de ce football-là. Tout ce qui s'est passé entre Tata Vlessier, Gabriel Ameyi, entre Roch Nyasingbe et Tino Adjete, tout ce beau monde-là, je crois qu'on doit un jour s'asseoir, faire des états généraux de football togolais, penser les blessures. Il faut donc créer des situations pour tous ceux qui ont des rancœurs contre ce football-là. Mais qui pour faire ça aujourd'hui, qui pour rassembler? Parce que le cas de Paulo Duarte, dont on évoque depuis vendredi dernier, n'est que ce petit arbre qui cache la forêt. Oui, vous savez, moi j'étais vraiment surpris de cette nouvelle. Quand j'ai lu le communiqué, j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe là? Bon, et puis finalement, à la fin de la journée, on a vu qu'il a signé un contrat en Arabie Saoudite. Oui. Dit, okay, bon. Qui est fou. Bon, ok. Bon, on a compris maintenant la démission parce que c'est un truc qui est tombé juste comme ça nous est tombé dessus. Mais qui pour quand même refaire les choses, c'est la question qu'on se pose. Mais il faut juste une plus grande volonté. Vous savez, on met beaucoup d'argent dans le foot au Togo. Pas seulement au Togo, mais partout dans le monde, on voit comment les pays mettent beaucoup d'argent dans le foot. Mais nous, on n'a pas de résultat. On n'a pas de résultat. C'est ça le problème. Aujourd'hui, bon, c'est vrai, le sélectionneur peut dire qu'on joue mieux. Oui, c'est une évidence. Le Togo se comporte mieux aujourd'hui sur le terrain qu'hier. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'on mange pas bien joué. Oui. On veut des points. Exactement. Quand on est engagé dans une compétition, on veut des points. On veut avancer. On veut aussi participer aux éditions de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Togolais a envie de voir son... Regardez la dernière fois, le Togo contre le Soudan du Sud. Le stade était plein. Plein à craquer. Il n'y avait même pas de place. On a bloqué les routes environnantes. J'irai à Kégué, il peut en témoigner. Mais on a bloqué toutes les artères au niveau de Kégué. Les motos étaient garées jusque sur la chaussée, dans les corners et tout, parce que le stade était plein. Parce que les gens ont soif de résultats. Les gens veulent voir leur pays briller. Et s'il n'y a que le foot qui quand même, pour le moment, au niveau de toutes les disciplines sportives, qui arrive quand même à rassembler un plus grand monde quand on parle du Togo. Mais voilà ce qui se passe. Des problèmes de personnes qui ne finissent pas. Des gens, comme je dis Michel Sylvestre a très bien décrit le tableau. C'est ce qui se passe. Des gens en ont gros sur le cœur. Aujourd'hui, tout le monde allume sa caméra pour parler de ce football. Ah oui, hein. Les anciens joueurs, les entraîneurs sont là, ils ne s'aiment pas. Vous avez des gens des dirigeants de fédération nationale qui sont là, qui ne se parlent pas. Mais il faut véritablement faire asseoir toutes ces personnes pour leur dire maintenant, il faut repartir sur de bonnes bases. Il faut taire les rancœurs. Chacun n'a qu'à vider son sac. Il ne faut pas que les gens gardent ce qu'ils ont sur le cœur. Tata Vlessier, il a carrément disparu de la scène. Oui. Roch Nyasingbe pareil. Roch Nyasingbe pareil. Tata disait que c'est du feu qui est là-bas. Quand il partait. Oui. C'est du feu qui est là-bas. C'est des gens qui ne veulent même plus entendre parler du football. Gabriel Ameyi aujourd'hui, il est là, mais on ne le voit plus. Maranatha de Fiokpo, vous voyez ce que ce club est devenu. Ça voudrait dire que, franchement, le football n'intéresse plus ces gens qui avaient quand même donné tout ce qu'ils avaient pour le foot. Quand on vous dit que Maranatha de Fiokpo va se retrouver dans cet état-là aujourd'hui, à la date du 24 juin 2024, moi je ne l'aurais jamais imaginé. Maranatha FC de Fiokpo. Non, mais quand même. Quand même, quoi. Le beau projet de Maceda. Non, l'US Maceda, qui a quand même fourni des joueurs pour l'équipe nationale cadette, vous vous rappelez? Les Kenny Boilet, le nouveau Baquet, vous avez les Papa Vincent, mais c'était la crème, c'était le vivier de l'équipe nationale cadette, c'était à Maceda qu'on le prenait. Mais aujourd'hui, vous prenez une équipe comme Dito FC de Lomé, le Dynamique togolais. Oui. On n'en a plus. C'est des clubs qui n'ont plus d'âme. Oui, Dito qui va partir pour la deuxième division. Oui, ils sont à la porte. Mais c'est pas normal. Dito FC de Lomé. Les robots rouges. Mais quand même. C'est-à-dire, vous voyez que le foot me met à terre. On doit reconstruire les choses dès la base maintenant. On a beaucoup d'acteurs qui sont malades. Antoine Folie. C'est quelqu'un qui ne parle plus du football togolais. Oui, bien sûr. Mais il est là.
Et c'est quand même quelqu'un qui a de la matière. Il a même fait la prison. Dans cette affaire. Mais vous avez des gens comme les... comment ils s'appellent, les Tchanilé Bana, qui sont également là. Et mais c'est Bernard Walla également. Oui. Les Slombi, vous vous rappelez AC Merlan. L'époque, AC Merlan, c'était un club qui avait quand même, à l'époque, avait un peu de moyens avec un bon bus. Qui veut... C'était la pépinière d'Agaza. Ces clubs ont disparu. AC Merlan, qui connaît encore AC Merlan? Ils n'ont même plus de joueurs. Mais quand on parle de centre de foot au Togo, quand je vois les centres de foot, à l'époque, oui. Avec Fogui. Mais maintenant, quand vous regardez Planète Foot, vous regardez le centre d'Albodrafo, Liberty Professional. Mais moi, je ne sais pas pourquoi, ce que gagnent les gens maintenant encore les centres de foot, parce que on ne voit plus l'engouement. Même les clubs de D1 et de D2 ne vont pas enrôler dans les centres de foot aujourd'hui. Il faut d'abord que le championnat ait un niveau. Il faut repenser tout ça. Il faut que les gens s'asseyent. C'est pas une affaire de sélectionneur. Le sélectionneur, José Mourinho peut s'asseoir. S'il n'y a pas les bases, on n'ira nulle part. Bien. Michel. En tout cas, moi, ma position n'a jamais changé. Je vous ai dit ici que si moi j'étais à la place du chef de l'État, le football est arrêté pour au moins 5 ans. Un peu comme l'Érythrée actuellement. Oui, c'est ma position, elle ne va jamais changer. Et Sylvestre a bien parlé parce que lui l'a dit, si on ramenait qui est le oui, José Mourinho, Carlo Ancelotti. Moi, je l'ai même si on a ramené Jésus même pour entraîner ça c'est sûr que ça ne va pas marcher. Pour entraîner notre équipe, on Jésus carrément. Oui. Voilà des idées qui font plonger le football, ça. Jésus pour entraîner le football. Oui, parce que ça dirait, ouais, Dieu est tellement juste que quand il y a des problèmes, et vous faites semblant, vous voulez dire aux gens qu'il n'y a rien, avançons, on n'ira nulle part. Je le dis, je commence par la fédération. Je vous dis que il y a un peu plus de 15 ans, ce qui s'est passé jusqu'à présent, les élections qui se font, la manière dont ça se fait, comment les gens se gardent, on ne peut pas continuer comme ça et puis on attend des résultats, les bons résultats. Non. Ça ne marchera pas. Dieu sur qui nous comptons là, c'est sur le même Dieu que d'autres pays comptent. Donc, c'est nous d'abord, avant que Dieu ne vienne en aide. C'est-à-dire, quand vous regardez le football, depuis un certain nombre d'années, et on a tenté à un moment donné d'amener Claude Leroy. Oui. Avec tout ce qu'il nous a fait du mal, comme du mal dans ce pays. Normalement, on ne devait même pas laisser Douarté démissionner. Normalement, que ce soit Claude Leroy, normalement, devait le chasser même avant qu'il ne démissionne. Lui, Douarté est venu. Vous connaissez le nombre de matchs qu'il a livré avec les éperviers. Et vous avez les résultats. Oui. Mais il est là. C'est à lui de démissionner un jour. Oui. S'il avait voulu rester, il allait continuer. Si vous trouvez ça normal pour un pays souverain comme le Togo? Non. Moi je dis que il faut régler les problèmes et attendre de bons résultats. On refuse de régler les problèmes du football, je veux dire. Les acteurs, Sylvestre et l'homme ont pris le temps de lister les... Vous voyez Atipoué, non, ce monsieur au moins un stade au Togo devait porter son nom pour ce qu'il a fait par rapport au football. Ça fait combien d'années? 2007 à ce jour. C'est un monsieur, j'étais au lycée, j'étais étudiant, comment par rapport au football, ce monsieur-là était vraiment engagé. Oui. Mais c'est des gens, normalement, vous prenez Tata Vlessi. Ce qu'on a fait à Tata Vlessi, peut-être on va me dire que lui aussi il avait fait aux autres. Comment on a fait à Roch Nyassigbe, la salade qui se passait. Vous voyez, c'était pas des gamins, c'est des gens adultes. Hein. Et quand vous avez mal sur votre cœur, on ne vous permet pas en tout cas de vous, je ne sais pas comment ça, de pouvoir vider ce que vous avez. Mais on dit avançons, non, on ne peut pas. D'accord. Donc, le football togolais est arrêté pour 5 ans. En tout cas, peut-être on va encore... Mais il n'y a aucune garantie que
lorsqu'on va le reprendre à 5 ans, que les problèmes vont disparaître. Mais on aura réglé toute la problématique autour de ce football-là. On aura réglé un certain nombre de problèmes. Il n'y a aucune garantie que le oui, non, je dis, mais on aura réglé un certain nombre de problèmes. Parce que demain, vous allez voir, on va parachuter quelqu'un. Comme ça, les réseaux s'activent rapidement. On va ramener quelqu'un, Zozo ici aussi, qui va nous dire non, ça va aller. Oh, demain, on perd, on dit ça va aller. Le lendemain, non, on a bien joué, ça va aller. Non. Les autres, on a dépassé ça. D'accord. Je vais donc ce qui est choquant dans ça, c'est que nous sommes en train de perdre les générations de bons joueurs. Oui. Sans résultat. Oui. On a fait tout pour perdre la génération des doyens comme ça. Ce que les jeunes là avaient à donner, je ne pense pas que à cause de la guerre entre les acteurs du football, ça a permis à ces gens-là de donner ce qu'il faut. Et après, il y a aussi une génération qui arrivait à peine. On ne va rien venir. Alors, qu'est-ce que Gérard Ouessant lui pense de tout ça? Je sais que vous êtes à Kéké, mais vous n'allez jamais au stade. Mais bon, c'est pas sûr. Hein? C'est pas sûr. Il faut distinguer entre blague et la réalité de la vie. Ah, d'accord. Puisqu'on est à l'antenne, je pense que c'est la réalité que vous racontez à l'antenne. Arrêter le football pour 5 ans, moi je crois que ça va être une catastrophe. C'est-à-dire que qu'est-ce que les joueurs vont devenir? Il y a des joueurs qui sont professionnels. Non, moi, c'est ma proposition. Oui, je sais. Par exemple, ça là, c'est pas possible. C'est comme si on dit la police est corrompue, donc plus de police pendant 5 ans. Voilà. Ça va détruire des choses parce qu'il y a des gens qui ne vivent que du sport. Il y a des gens qui ont besoin de voir la D1, D2, D3 fonctionner, même si c'est mal, ben, ils aiment ça. Et donc, peut-être que ça va créer plus de problèmes que plus de mal que de réparer des choses, quoi. En tout cas, c'est Sylvestre qui m'a fait un peu sourire quand il faisait sa démonstration. Il dit qu'il y a des rancœurs, il y a ceci, il a parlé de Baudet, tout ça là. Moi, je croyais que chuté en parlant d'exorcisme, qu'il faut exorciser le football, qu'on fasse venir des pasteurs, des prêtres pour prier pour que cet esprit-là, mauvais esprit-là sorte. Mais il a chuté en parlant il faut trouver des solutions. Et je crois que ça, c'est beaucoup plus réaliste. Le problème togolais n'est pas un problème de sorcellerie ou de quoi. C'est une société constamment électrisée. C'est-à-dire que c'est une société où je ne peux pas compter sur Eric ne peut pas compter sur moi, et l'homme ne peut pas compter sur Sylvestre, personne ne peut compter sur l'autre. C'est-à-dire que la société même est conçue comme ça et est entretenue comme ça. Et donc, partout où vous allez, ce qu'on appelle la concorde et la solidarité. Vous vous rappelez en instruction civique, on apprenait ça. Oui. La concorde nationale, la solidarité, mais ces valeurs-là sont parties. Dès que les valeurs-là sont parties, vous allez vous étonner que rien ne marche. Si le football ne marche pas, nous sommes tous d'accord, mais je vous mets au défi. Dites-moi un seul secteur qui marche tout. Vous allez voir que c'est toute la société qui est électrisée, atomisée, c'est-à-dire que et rien ne peut marcher. Vous ne pouvez pas vous mettre ensemble pour construire quelque chose de bien. Prenez les associations, les petites associations, mais tout, il y a toujours des problèmes. Là où il y a la tontine, on fait des tontines, vous voyez quelqu'un qui dit je ramasse 2 bras, 3 bras, il s'enfuit. Et puis ça va. Mais partout c'est comme ça. Donc la justice ne fonctionne pas, le fonctionnement de la société, même il y a un problème parce que la politique est entrée dans tous les comportements. On me dit qu'il a l'heure d'arrêter l'antenne, malheureusement, ça devient passionnant. Bon, il va falloir qu'on arrête de tout politiser et faire la politique. Mais quand on veut faire la politique, j'avais contredit beaucoup l'homme, mais il faut qu'on fasse la politique telle qu'on l'a fait. Écoutez, on pourra revenir sur ce sujet d'une autre façon, peut-être la semaine prochaine d'ailleurs, je continue le débat avec les autres confrères à demain, parce que là on parle de foot, mais c'est le sport en général qui a des problèmes. Hein. Pas seulement le sport, je vous ai parlé de tontine. Ça a des problèmes aussi. Le journalisme a des problèmes. Ah oui, bien sûr. Tout a des problèmes. Il y a un auditeur qui nous dit les dirigeants du foot togolais sont des diables. Il y a le cas de l'ailier gauche impeccable au mondial 2006. Oui, Assez-moi-ça, exactement, c'est ce qu'il a écrit. Selon les infos, il a été abandonné à lui-même lorsqu'il était blessé au mondial. C'est pas faux, c'est vrai. Et on n'a plus jamais parlé de lui, c'est pitoyable, dit donc cet auditeur. Et il y a un autre qui nous dit le secteur du football est malade comme tous les autres secteurs. Ah, c'est ce que Gérard a dit tout à l'heure. Un autre qui nous dit les coachs quittent de Togo et réussissent ailleurs. Ce n'est pas une histoire de coaching. On n'a pas de bus, le stade est nul. L'organisation autour de la chose est tout sauf bonne. Le football, c'est pas que 90 minutes, beaucoup de morts pour rien.
dit donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit merci à Gérard pour sa franchise. D'accord. Un autre auditeur aussi qui nous dit la Fédération de football doit inventer une action auprès de la justice de la FIFA contre Paolo Duarte, qui est sous contrat avec la FTF, mais était parti signer un autre contrat en Arabie Saoudite. D'ailleurs, qu'on le laisse, il ne fout rien même. Finalement, hein, on choisit quoi, mon gars? Un autre qui nous dit ceci, on aime le foot, on a le talent, mais les décideurs n'ont pas la volonté. Faites un bilan des infrastructures sportives, dit l'auditeur. Un autre qui nous dit, en sport, je crois qu'en Afrique, on a mal compris la politique. En sport, il faut que nous séparons la politique du football et mettre les gens à la place qu'il faut. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a largement dépassé le temps. Le nom de l'équipe. Quitter les éperviers pour aller où? Oui, le Bénin l'a fait, maintenant ça marche. Après, ils sont devenus guépards. Donc, la dernière fois, ils ont gagné. Donc, oui, le Nigeria. Ça a créé des problèmes avec Georges Finidi. Messieurs, merci beaucoup. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Toutes nos excuses auprès des auditeurs qui souhaiteraient donc intervenir en direct dans l'émission. Demain, on vous consacrera plus de temps. Merci à Sylvestre Béni. Merci à Michel Tchadia. Merci à Elom Atisogbe. Et à notre cher Wessan Gérard. C'est bon? Merci, ouais, ça c'est mieux. Agisto qui a assuré la mise en onde. Appelez-moi Saint-Irrigator. Je vous retrouve, on va dire, demain pour une autre aventure sur la radio. Génial Taxi FM. Mais tout à l'heure, à 12h45, le journal parlait sur la radio. Et puis, à 13h, avec Maître Florent Avocat, on parlera de la spiritualité. À très vite sur la radio. Au revoir.